Pourquoi une émission à une heure jusqu'à présent inhabituelle à la télévision? Eh bien... Chers téléspectateurs et auditeurs, vous êtes maintenant hors champ et de retour sur notre petite chaîne. J'espère qu'on vous a manqué parce qu'aujourd'hui, on se fait une petite émission sympa sur les blockbusters d'auteurs. Flo va nous faire la suite de l'introduction en vous définissant quelques notions pour qu'on puisse tous parler de la même chose. Pour commencer, celle de blockbuster, c'est un film à gros budget dont la sortie s'accompagne d'une importante campagne publicitaire. En général c'est ça, et le tout premier terme, ça j'avais vu sur internet, je le savais pas, mais blockbuster à l'origine, j'avais lu c'était pour les médicaments, qui rapportaient beaucoup au laboratoire. Ouais. Pour rebondir là-dessus, pour la vidéo, on a vraiment gardé ce budget, évidemment on a pris un peu aussi en compte l'inflation et les années passées, donc évidemment qu'il y aura des budgets qui seront peut-être un peu moins pour les années d'avant, mais... Ouais, bah, qui aujourd'hui, c'est logique quoi. Voilà, ça serait minuscule, mais à l'époque c'était... Voilà, mais pour vous c'est quoi un gros budget en fait? Ça serait millions quand même. Non, j'aurais dit moins, moi. Bah voilà, après, tu vois... C'est ça le problème, c'est vrai que moi par exemple je dis 150 millions parce qu'en gros un film de Nolan ça... T'as dit 50 ou 150? 150. Non, 50 millions je l'aurais pas mis dans les blockbusters. C'est pas assez. Moi j'aurais dit, un peu moins, mais c'est à peu près quand même la même tranche, j'aurais dit 100 millions. Ok. Ensuite sur la définition de film d'auteur, en gros un film d'auteur c'est quand le réalisateur il est perçu comme l'unique auteur de son film, présente à travers son art un univers qui lui est propre, et les films en général d'auteur sont réalisés et écrits par la même personne. Jusque là, tout va bien. Je suis aussi ok. D'accord, et surtout après c'est une notion aussi avec laquelle il ne faut pas vraiment, on va dire, confondre, c'est avec les films indépendants, qui sont plus, en général des films qui sont financés par des boîtes de production qui sont quand même moins importantes que les grosses boîtes qu'on connaît tous. Ouais. On peut citer Blumhouse, peut-être. C'est ce que j'allais dire, Blumhouse avec quand même sa politique des 5 millions, souvent attribuée en fait à des films, quand c'est un réalisateur qui arrive et qui est pas si connu ou quoi que ce soit, c'est souvent ce qui a titré justement au film, 5 millions, et à eux de faire ensuite... Ou Corman par exemple, c'est un peu l'ancêtre de Blumhouse, d'un certain point de vue quoi. Ouais, je suis d'accord. Ou même par exemple les productions Sundance. Ouais, exactement. De l'indépendant. Ouais. C'est bien que tu aies fait la définition là parce que la notion des fois entre auteur et indépendant, elle peut être floue. Puis aussi, ça, on va être tous d'accord, ça confère d'une plus grosse liberté au réalisateur, vu que le coût est moins important. Ok, écoutez, on va lancer le bal. Il y en restait une. Du coup, la politique des auteurs, c'est un mouvement théorique de la critique cinématographique qui a été lancé en 1955 par François Truffaut, qui à l'époque était journaliste dans les cahiers du cinéma. Dans son article Alibaba et la politique des auteurs. Dedans, donc, il définit le réal comme le statut d'auteur au-dessus de tout autre intervenant. En gros, c'est les films faisant partie de l'œuvre de son réalisateur plutôt que d'appartenir à un genre, où il y a des récurrences thématiques développées dans différents films d'un réalisateur. Et dedans, Truffaut expliquait notamment, il me semble, dans cet article, ou c'est dans un autre, je ne sais plus, où il disait il sortait un exemple de Wells en disant que certains réalisateurs, donc d'autres de ses confrères, préféraient par exemple Citizen Kane à Othello, d'autres c'était l'inverse, et lui il disait qu'avec, il me semble c'était avec Rivette et je ne sais plus quel autre réalisateur emblématique de la nouvelle vague, il disait, je crois que c'était Romer, qu'en fait ils aiment toute l'œuvre de Wells. En fait, il n'y a pas un film supérieur vraiment à l'autre pour eux. C'est vrai, en gros, c'est la filmographie qui prime pour eux. On va pouvoir ouvrir les hostilités parce que donc ce thème a été trouvé donc par Flo et on l'a jugé intéressant parce que souvent c'est vraiment dire une danse devant un précipice pour un producteur et un réal de faire donc un blockbuster d'auteur, parce que si en gros l'auteur prend le pas sur le producteur et que du coup ça devient un blockbuster d'auteur qui se foire au box-office, clairement ça les studios ils aiment pas. Et si par contre le producteur il prend trop d'importance et que côté auteur disparaît et que ça devient trop standardisé ou très fan, là le spectateur aime pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on avait trouvé ton sujet intéressant. L'idée de ce thème c'était par rapport à Blade Runner 2049, film historique dans le sens où c'est le film d'auteur le plus cher jamais réalisé. Moi ça m'avait un peu interpellé dans le sens où après, même si on prend la notion de film d'auteur, pour moi, Blade Runner 2049, il s'en rapproche, mais il n'en est pas un. Certes, il y avait Ridley Scott qui était producteur, donc tout le monde déjà flippé à l'époque, parce que Ridley Scott, on avait vu ce que ça donnait avec Prometheus et Alien Covenant. Donc du coup, tout le monde n'était pas vraiment confiant à la sortie. Personnellement, je l'étais pas... Même si la bande-annonce m'avait bien alléché, j'étais pas trop confiant. Bon, le résultat, j'avais plutôt bien apprécié. Il y avait Denis Villeneuve, j'avais vu une fois, qui était invité dans un show au Québec, où il disait, lui, qu'il avait jamais vu un producteur comme ça, dans le sens où il arrivait quelques fois sur le tableau,
mais il le faisait pas plus chier que ça, quoi. Le gars, il laissait vraiment une totale liberté à Villeneuve. Mais après, là, pour moi, le film ne peut pas vraiment être considéré vraiment comme un film d'auteur, oui, mais auteur avec un S, parce que pour moi, tu pourrais rajouter derrière Roger Deakins, donc le directeur de la photographie, qui pour moi totalement donne un style, un sens au film. Et c'est même pour moi limite je vais peut-être abuser en disant ça, mais une réalisation des deux hommes, quoi. C'est pas seulement Villeneuve qui est derrière, c'est pas seulement Deakins, c'est complètement les deux, quoi. Donc déjà une chose que tu as dit et que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, pour par exemple 2049, ce serait plus blockbuster d'auteur avec un S. Ouais. Carrément, hein. Ouais, je suis plutôt d'accord. Alors, je vous propose, donc on a une petite liste de films qu'on a vus en commun. Allez Tom, je te laisse choisir, prends celui que tu veux, de toute façon on les a vus. Bah moi je vais prendre... Serpentard. Après là on se rapproche aussi un peu de, comme tu dis, blockbuster d'auteur avec un S, parce que son frère aussi est vachement immiscé là-dedans, quoi. Oui, c'est son plus gros, enfin c'est son collaborateur. C'est ça. Donc les 5 films que je cite, et j'en ai peut-être même oublié un, mais ça sera donc de The Dark Knight, donc le deuxième du nom. Le troisième justement que j'oublie, mine de rien, qui a aussi qui a un budget faramineux, je crois qu'il est au-dessus des 185 000 sûr et certain, je sais pas si, je crois qu'il a 200 000 si je dis pas de bêtises. 200 millions, ouais, je crois. Ouais, 200 millions. Puis qu'il y a des thèmes, enfin, on peut parler outre la qualité du film, quoi, mais il a quand même des thèmes assez intéressants, je trouve. Dark Knight Rises a des thèmes beaucoup plus intéressants que Dark Knight, et même que Begins. Je trouve moins bien construit. Mais déjà, bon, là, il s'approprie les Batman, bon, ça c'est un peu comme toutes les licences Batman, à chaque fois les réals s'approprient un peu la mise en scène et tout ça. Ensuite, pour moi, il y aura Inception, Interstellar, Dunkerque et le cinquième qui sera Tenet. Pour moi, c'est clairement actuellement, je pense, le réal, on va dire, de blockbuster d'auteur avec des parenthèses, qui est le plus bankable et qui image le plus facilement ça. Mine de rien, plus le temps passe, plus le budget diminue. Alors justement, j'allais en venir, donc en gros, après, je pense pas que pour moi Tenet déjà ça va être un peu la reprise en fait de son budget, parce qu'en gros par rapport à Dunkerque qui est sorti en 2017, il double le budget de production, on passe de 100 millions à 200 millions, quoi, donc c'est pas une petite somme. Et après je pense pas que c'est non plus une descente en fait de qualité de ses films. Est-ce que maintenant elle en a moins besoin? Réception du public aussi, parce que tu regardes les films, les box-office diminuent aussi depuis Dark Knight Rises. C'est vrai, Dark Knight Rises c'était supérieur à Dark Knight, mais je pense que les critiques c'est ça. Je pense que Rises a quand même coûté un peu sur ses vues, mais pourtant je pense pas que c'est suffisant, parce qu'ensuite il y a quand même Interstellar, Dunkerque, c'est pas non plus des... Après c'est des films qui sont, comme je dis, ils sont difficilement accessibles sur la durée en fait. Par exemple un Interstellar c'est quoi, c'est 2h40 ? Ouais. Il faut avoir envie d'aller voir un film quand même de 2h40. Il y a des gens sachant qu'en plus Nolan à la base on voit les Batman. Non, parce qu'en gros pour moi déjà quand même assez long. Je suis d'accord, mais sauf que Batman c'est un film qui peut parler un peu à tout le monde. Oui, alors qu'Interstellar, je sais pas, je trouve que c'est chaud d'amener un gosse de 13 ou 14 ans à voir ça, tu vois, genre il va peut-être pas... Il va s'ennuyer. C'est ça. Surtout que la com du film aussi était basée sur un nouvel 2001 l'Odyssée de l'espace, oui, aussi. Pas de conneries, donc... Et ouais, 2001, je veux dire en général... Oui, non, moi pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais ils l'ont vendu comme ça, mais Enfin, je veux dire 2001, je suis désolé, mais tu sais très bien que si tu ressors un film de la même trempe, tu vas pas rapporter $1 milliard au box-office, c'est impossible. Après, je pense que honnêtement, c'est pas son but. Hein. Ah non, je dis pas que c'est son but, mais je pense le fait qu'il est, comme tu dis, que son budget diminue, c'est aussi le fait que ses recettes au box-office diminuent aussi. De toute façon, on peut les faire vite fait. En gros, c'est Dark Knight qui est à 185, Inception qui passe à 160, Interstellar à 165, donc ça reste quand même dans la même trempe. Dunkerque qui redescend d'un coup à 100, et on repasse à Tenet qui passe à 200. Mais au-delà de ça, après aussi, je pense que est-ce que des Dark Knight n'ont pas permis justement de se faire une notoriété et ensuite d'aller aller voir les studios en essayant de faire des films plus intimistes, ou en tout cas, quand j'appelle intimistes, c'est-à-dire des films qui sont les siens en fait, avec des scénarios qui lui sont propres. De toute façon, avec Nolan, c'est assez facile parce que souvent c'est lui il a fait le j'en fais un pour moi, j'en fais un pour vous. Enfin, en tout cas jusqu'à avec les Batman c'est sûr, parce que déjà le 3 il voulait pas le faire. Je sais que quand il signe la trilogie avec la Warner, genre il sait qu'entre chaque Batman il va intercaler un film de son choix. D'accord. C'est pour ça que genre entre Begins et The Dark Knight il intercale le Prestige. Okay, ouais. Entre The Dark Knight et Rises il intercale Inception, et à la fin de Rises il intercale Interstellar. Si on va dire historiquement, donc on aurait quoi? On aurait un Spielberg qui rentre quand même dans ce schéma. Donc, il y aurait Mendes? Sam Mendes? Non, je suis moins ok parce que, en fait j'attends de voir, c'est trop tôt pour dire. Parce que maintenant, à part 1917... Il s'est quand même hyper bien approprié les James Bond.
tel que l'a fait Nolan sur les Dark Knight, sur les Batman, pardon. Oui, voilà. Mais pour moi, Nolan, s'il s'était arrêté au Dark Knight, je considérerais pas ça comme des blockbusters d'auteur. Mais au fait, pour moi, tu vois, genre 007, c'est un peu à l'image des Batman. Tu vois, en gros, pour moi, il y a des sagas de Batman qui ont été faites. Chaque réal a mis sa patte entre parenthèses et s'est approprié. Pour moi, les 007, c'est un peu pareil, tu vois. Ça suffit pas. D'accord. Après, le problème, c'est que les budgets sont pas faramineux. Mais tu vois, par exemple, American Beauty, Mendes, il est ouf le Je film. connais pas le budget. Je pense pas Non, qu'il c'est soit... pas un blockbuster. Non, c'est pas un blockbuster. Donc, Way You Go aussi, qui est hyper bien de Mendes. et donc c'est même un petit 1917 budget, hein, est très mais- bon, mais je pense aussi qu'au niveau du budget, ça suffit pas. 1917, non, ça je crois que c'est. Enfin, c'est pas mal, mais je pense pas que bah, c'est genre pas- quand tu prends là, j'ai les chiffres de Mendes pour Skyfall et Spectre, en même temps t'en as un qui a Skyfall à 200 millions et Spectre qui a 245 millions, donc en même temps. Mais du coup, je le mettrais pas dedans, tu vois. Ouais, bah je comprends pour toi, effectivement. Mais après, moi c'est vrai que j'aime bien ce qu'il fait, il a quand même un style et je pense qu'il arrive. Enfin, il y arrivera. Par contre, c'est Il l'a possible. prouvé avec 1917, je trouve que tu vois, ça rentre déjà dans les conditions. Ça commence. En fait, c'est un peu le même pattern comme on dit de Nolan. Il fait, on va dire, il rentre. 90 millions de dollars pour le budget de 1917. Voilà, donc bon, c'est pas trop loin non plus. Oui, c'est un mais budget on va pas Mais ce que chier je veux dire, sur voilà, le je million. pense qu'en gros il va faire le même pattern, il va d'abord commencer en fait par une saga, on va dire entre parenthèses, hein, c'est pas non plus une saga, mais Ouais, une bah, franchise, James Bond, quoi, il va prendre pour, une franchise pour justement un peu faire son nom. c'est ça. Et là il Il avait commence déjà tout un nom doucement. quand même avant. Oui, je suis d'accord, mais Enfin, il a quand même eu l'Oscar pour. American Beauty. Oui, Oui, je suis d'accord, sauf que 245 millions dans les mains, je sais pas s'ils les avaient déjà eu. Non, oui, non, Non, d'accord, mais je veux dire, il s'est je quand même pense déjà que- fait un nom avant. Je suis C'était d'accord. quand même quelqu'un de très connu, ça Mendes. Oui, Enfin, oui, quand non, on d'accord. l'a annoncé pour Skyfall, Mais c'est pas- Là, on parle justement des blockbusters d'auteur. Je parle Oui. du fait d'avoir des gros budgets en faisant ce qu'il veut lui, tu vois. Et je pense qu'avec les 007, il a prouvé justement qu'il pouvait faire du cinéma un est-ce peu qu'il tout l'a fait public. lui-même ou pas? C'est ça. Les 007 Bah, moi, je sais pas, tu vois, j'aime pas du tout Bon, les derniers avec perso, Daniel Craig, mais. Pas GMDB, c'est monsieur Sam Non, Mendes qui est dessus. non, mais Director, c'est terminé pour moi, c'est lui. Non, mais je veux dire, par exemple, les scénarios, tout ça, c'est. Après, Non, faut voir si je les pense pas. producteurs Non, je pense pas étaient non plus aussi qu'il est derrière seul et tout aussi. ça. Non, évidemment. mais C'est. Donc. Après, c'est du C'est pour ça 007. aussi, je pense hein. que je le mettrais. Ouais, c'est pour ça que moi Mais je le mettrais pas 1917, dedans. il était là tout seul. T'es sûr Quasiment. Ok. Je suis en train de chercher, ouais, mais quelle thématique dans 1917 est propre à l'univers de Sam Mendes aussi. Non, mais la façon dont il s'approprie la Première Guerre mondiale, ça Oui. pourrait coller. Il y a ça, puis après, ben, c'est juste aussi un jeu de mise en scène. Enfin, après, on ne demande pas des gimmicks, c'est juste, en gros, comme il disait Truffaut, c'est un tout, tu vois, c'est une filmographie d'une personne qui fait un peu le style. Après, ben, Tout en ayant, enfin ce que disait Truffaut, c'est que oui, certes ça fait un tout, mais dans le tout, il faut que lui, qu'il y ait qu'il y ait quelque chose qui ressorte Oui, de je suis commun d'accord. dans toute l'œuvre. Pour Bah, moi, pour l'instant, la jurisprudence. Il est trop tôt pour parler. Pour moi, je suis assez d'accord avec François là-dessus. Il a pas eu beaucoup de films à grand budget jusque maintenant. c'est comme Villeneuve, en gros. Pour Ok. moi, c'est un avenir. Ok. Alors voilà, maintenant entre les deux gros historiques donc, que sont Cameron et Spielberg, vous voulez commencer par lequel? On va faire plaisir à Thomas, on va commencer par Cameron. Bon bah Flo, je te laisse commencer. Moi, je vais vous laisser parler. Une petite intro sur Cameron de Thomas. Non, ça va aller. Après je sais qu'on avait sélectionné Abyss, Ouais. donc, qui pour moi synthétise pas mal la notion de blockbuster d'auteur, surtout pour Cameron. J'avoue que Terminator 2 aurait pu très bien marcher. Justement, Vas-y, je vais vas-y. parler de deux films qu'on n'avait pas trop parlé avant, mais j'avais trouvé des petites similitudes dans les deux œuvres. C'était Terminator 2, justement, et Aliens. Ok, vas-y. Mais après, Aliens, c'était surtout dans la version longue, quoi. Beaucoup de gens le savent, c'est le problème de Cameron, c'est que les versions longues en général de Cameron sont beaucoup plus intéressantes que les versions ciné. Où en fait, dans les deux films, il y a la grosse similitude du gosse, donc dans le Aliens qui s'appelle Newt, je sais plus, Oui, il me semble. je crois. Et La dans. gamine, je parle. Hein? La gamine. Ouais, c'est Je ça. sais plus son nom. D'accord, ok. C'est Newt, ouais. Et, Ouais, je suis quasiment sûr. Tu l'as vu il y a combien de temps déjà? Il y a 2 semaines. Ouais, à peu près, ouais. Il t'a marqué. Ah bah, Cameron, hein. Et donc dans Terminator 2 avec John Connor, où en fait les deux ont une figure paternelle pour John Connor et maternelle pour Newt, voilà, le meuble Ikea. Et je trouvais ça assez intéressant dans le sens où deux films quasiment qui se suivent dans la temporalité des films de Cameron, quoi, parce qu'il me semble qu'il a réalisé d'abord Terminator, après Aliens, et après Terminator 2, je crois. Non. Non, Abyss Abyss entre... 89. Ouais, non, d'ailleurs, j'ai Abyss oublié. 89 et Terminator 2 91. 91, ouais, Ouais. non, j'ai rien dit, ouais, du coup. Bon, après, c'est pas hyper. Hyper éloigné, mais je veux dire, il y a quasiment le même thème entre, on va dire, des orphelins qui sont à la recherche d'une figure des parents qui leur manquent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Dans un, comment dire, dans un film
on va dire un peu bourrin quoi, parce qu'Aliens c'est vraiment, c'est plus proche de l'action horrifique quand même, parce que bon, ça... Oui, mais oui, c'est bourrin, c'est le mot. Oui, là où Alien était vraiment tourné sur l'horreur, là il a rajouté un côté action. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clairement un peu pas. Après, c'est un peu la marque de Cameron, quoi. Tous ces films quasiment, enfin, je veux dire, tu compares Titanic. Oui, bah, c'est un des seuls. à part Terminator, où Terminator pour moi peut se rapprocher d'un Alien où t'as vraiment un gros côté horreur, ou limite Terminator c'est un slasher. Mais après t'as le Terminator 2, c'est quand même c'est l'inverse opposé quoi. Ouais. Ah, je peux même pas du tout. Mais ouais, clairement, lui je suis d'accord, il rentre bien dans la thématique et surtout je pense pas qu'il ait de fausses notes. Enfin en gros, lui ça a quasiment Demande à Thomas. toujours marché pour lui. Bah non. Abyss n'a pas marché. Oui, tiens, voilà. Abyss, budget 70 000 et il rapporte 90 000. Donc, 70 millions et 90 millions. Oui, non, mais. Ah, mais quand même. Juste pour. Précisons un peu. Je suis d'accord, mais en gros, enfin, c'est un peu un échec en plus, même critique, il me semble, à la sortie. Donc, Ouais, d'ailleurs, là, c'est étonnant qu'il ait pu continuer. Tu vois, sur Terminator 2, ouais, complètement. Comme tu citais avant, il avait pas fait que ça non plus. Quoi. Après, si j'ai pas de Non, j'ai rien dit. Je confondais avec un autre réalisateur. J'allais dire il était pas marié avec une productrice, mais pas du tout. Non, il était marié avec Catherine Bigelow à l'époque, donc qui est une autre réalisatrice. Mais après aussi, je pense même pas qu'il aurait eu le temps, parce que quand tu regardes le temps de sortie d'Abyss c'est 89, Terminator 91, il y a 2 ans de différence. Je pense que les projets étaient déjà sur les rails. C'était déjà greenlighté. Oui, non, moi je pense à mon avis en 89 quand 89 Abyss, ouais. Quand Abyss est sorti en 89, t'avais déjà le tournage de Terminator 2 parce qu'à mon avis, Abyss le tournage il a dû commencer. Alors Alien c'était 86. Il a duré longtemps en plus. 86 Alien, je pense qu'il a dû le commencer fin 86, début 87. Tout les enchaîner, donc je pense qu'en gros ils avaient pas le temps et au contraire, parce que Terminator 2 là par contre le sauve. Et c'est parti quoi, derrière il enchaîne sur je sais pas si là après Titanic qui suit, etc. Après Titanic c'est ce que c'est devenu maintenant quoi, etc. quoi, donc jusqu'à Avatar. Mais même Avatar en vrai je pense que, je sais pas, non peut-être pas un blockbuster d'auteur mais c'est un peu quand même son univers quoi. Ouais bah justement en fait on est un peu dans l'entre-deux. Après c'est auteur, lui c'est toujours auteur je dirais avec un S parce que tous les résultats de ses films reposent, je vais être bâtard un peu de dire ça, mais reposent sur les effets spéciaux aussi Cameron. Beaucoup de ces résultats, même en partie, tu regardes pour Aliens après c'est le seul mec que je retiens dans les FX, c'était quand même Stan Winston, ou Sam Winston, je sais plus si c'était Stan ou Sam, qui était sur le projet. Qui a créé la Reine Alien, tout le truc là, et qui pour moi je trouve a super bien vieilli. Enfin, je veux dire, la Reine Alien est très très bien faite. Je veux dire, le résultat du film, je veux dire, avec Cameron, ne se fait pas sans son équipe équipe qui est derrière des FX. De toute façon, on part. Après c'est très dur ce que je veux dire, mais c'est même moi je le pense pas, c'est faux aussi, mais. Genre sur Avatar, une bonne partie de la réussite du film, c'est grâce à la technique utilisée de la 3D. Genre, moi, je suis totalement d'accord avec toi pour le coup. Voilà, le film est pas malgré tout le respect que j'ai pour Cameron, Avatar, le film est ok, tu vois, y a pas de souci. Mais oui, non, mais c'est pas une catastrophe. Mais il invente un lore, il invente un bestiaire, etc. Au-delà de ça, ce qui fonctionne aussi surtout, je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont été en salle aussi pour se dire, vache, il y a une nouvelle 3D autre que j'ai plus le nom, mais tu sais, en bleu et rouge. Là, c'est une vraie 3D avec des lunettes qui sont simple on va dire, et c'était une nouvelle 3D quoi, donc les gens ont été beaucoup aussi en salle je pense pour voir ça plus que le film ou la profondeur du film quoi. Est-ce que vous pensez que justement il arrive à faire ses blockbusters d'auteur parce qu'en gros il lâche du lest au producteur, tu vois, il fait ok t'inquiète pas, l'histoire elle va pas être trop compliquée, ça va pas être du mindfuck à la Nolan, mais en gros à côté de ça tu me laisses faire ce que je veux avec la technique, je vais leur en mettre plein la vue, tu vois, est-ce que vous pensez qu'il arrive à continuer à faire ses blockbusters en disant ça, ou au contraire genre il a même pas besoin de ça, en gros il est tellement à un niveau déjà haut que... Il a pas besoin de ça. Voilà. Alors en fait je pense qu'il y a deux états tu vois pour moi. Je pense que déjà à partir d'Abyss honnêtement c'est pas non plus un truc très simple d'esprit, tu vois, genre en gros il y a quand même mais c'est le seul où le... Je suis d'accord, mais justement c'est pour ça que j'explique qu'il y a quand même un scénario qui est derrière ça, donc il sait quand même faire je pense ça aussi. Je pense surtout qu'à partir d'un mec de Titanic où genre on lui dit bon bah je te passe 200 millions, le mec il t'en rapporte 2 milliards. 2 milliards 200 000, c'est ce que j'allais dire, c'est devenu une valeur sûre. Je veux dire, même Avatar, tout le monde savait, il savait très bien qu'il confiait pas je sais plus combien était de budget,
237 millions. 237 millions, il savait très bien qu'il... Il en rapporte 2 milliards 790 millions. Non mais Genre, enfin, il savait très bien ce qu'il faisait quoi. Je sais même pas si à ce niveau-là tu peux appeler ça une poule aux œufs d'or, tu vois, genre, ça devient n'importe quoi, le mec il te rapporte tellement de fric, c'est incroyable. Ok, donc pour vous, il a même plus besoin en gros. Non, plus du tout, même Avatar 2, si ça a mis du temps, c'est justement qu'il... Je pense qu'il... Donc là, petite cherche question. un truc, enfin les effets spéciaux et tout, il bosse surtout là-dessus. Justement, je vais juste couper une dernière fois, mec, Ouais, à partir du moment où t'as un mec qui te fait 2 films à 437 millions et qui t'en rapporte 4 milliards, quasiment 5, comment tu peux dire 10 au fois mec... plus, 10 fois plus. Comment tu... Ouais, comment tu peux dire au mec, on va peut-être se poser une petite question sur ton truc, quoi. Mais par exemple, là, si pour Avatar 2, il revenait genre avec un scénar à la Abyss, qui est donc son film qui a le moins bien marché, est-ce que vous pensez que les producteurs ils disent ok? Oui, parce je que pense. justement tout le monde attend. Tout le monde va y aller, tout le monde attend. Le 2 en tout cas c'est sûr, le 3, 4, 5 j'en suis un peu moins sûr. D'accord. Le 2 là, évidemment ça ça fait quoi? Ça fait 11 ans 11 ans depuis 2009. Ça fera 12 ans avec l'année prochaine. Je suis sûr que le film sera attendu. Ok. Il est attendu, ça c'est sûr, il y a tout le monde, je vais dire, personnellement j'ai pas vraiment... Le premier, je dis pas que c'est une bouse, loin de là, mais je suis pas non plus... je crois que j'ai peut-être 2 fois dans ma vie ou 3 fois. Mais je sais très bien que le 2, j'irai le voir, je pense. Oui, bah c'est tout comme ça, Pareil. je pense. Enfin, moi j'aime bien 1, mais pareil, il faut Non mais j'aime bien 1 aussi. Voilà, Ok. je l'ai dit ma phrase gentille pour Cameron. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Cameron? Thomas? Non, franchement on a tout dit. Après comme je dis, c'est juste que je dis pas que c'est un mauvais réal, je conçois Oui, que... t'es pas sensible à son... C'est juste ça, je trouve que c'est vraiment un mec avec des gros sabots et Aliens que j'ai vu il y a pas très longtemps m'a à peu près confirmé le truc quoi. Ok. Alors maintenant ce que je vous propose c'est soit de passer à Spielberg, soit de passer à peut-être à celui dont j'ai le plus envie de parler ce soir. Et je propose qu'on termine les bonnes choses pour la fin. C'est quoi? Tu verras. Les Wachowski. Harry Potter. Ah. Après, ok, donc tu veux... Mais moi j'en ai encore un autre, c'est vrai. Allez, bah Il y en a un qu'on a oublié. Au revoir. Vas-y, À Alors la sauce. Spielberg, je voulais parler des Wachowski. Ok. Et Je n'ai toujours pas vu Speed Racer donc... Et ben j'allais parler de Speed Racer. Il faut Il y a qu'on aussi en Cloud parle. Atlas et Minera Jupiter Ascending. Par contre, Cloud Atlas, Cloud Atlas, je l'ai vu. je le mets pas dedans, tu vois. Hein? Je le mets pas dans un... Pour moi, c'est pas un blockbuster d'auteur Pourquoi non? C'est... à cause du financement. Parce que ils ont financé tout avec du privé, c'est pas une boîte de production. D'accord, ouais, non, du coup, Du coup, ouais, c'est- c'est pas un blockbuster. Voilà. Non, il a raison. D'accord. Sur le point de vue là, ouais, c'est pas Ouais, un moi je blockbuster. partais d'un budget. Ok d'accord. Donc on enlève tout la Cloud Non, Atlas. non, mais- Je suis désolé. Par contre, Speed Racer et Jupiter Speed Racer et voilà, Speed Racer donc bon malheureusement c'est aussi un échec à la Abyss mais Mais c'est bien, au moins on parle aussi de blockbuster d'auteur qui s'effondre. ouais après en fait pareil aussi sur Speed Racer genre, je le mentionne. Après le souci que j'ai un peu là-dessus c'est que c'est un peu à la même image des 007 et des Batman. En fait c'est quand même aussi une interprétation Ouais. d'une œuvre qui existe déjà. C'est Ok. pas une œuvre originelle quoi. Donc à la limite ça je peux concevoir qu'on n'y pense pas trop, mais le film est quand même à ce qu'il est, 120 millions pour un Speed Racer, je pense que personne n'aurait misé là-dessus. Personne. Moi il en rapporte 30 millions de moins, ce qui est assez triste. Pourtant le film, moi personnellement je l'aime beaucoup. Il est intéressant autant visuellement que... Enfin en gros c'est... Ouais, c'est en fait... Ils ont vraiment réussi à déceler littéralement l'âme en fait de l'animé quoi. Et du manga, ça j'en suis moins sûr, en tout cas je sais qu'ils avaient l'animé, moi je connaissais l'animé. Et ça ils l'ont vraiment décelé. Et ensuite bon bah le casse-gueule monumental c'est Jupiter Ascending quoi. Bon même s'il rentre je crois dans son budget, mais bon si tu comptes je pense le market etc derrière c'est... Combien 176 millions quand même le film. Et il a rapporté. 183. Ouais, Ça va, le problème, c'est pas... que- Ouais, c'est c'est pas un assez- demi... si tu restes c'est un dans- demi-succès quoi. Ouais en fait je pense que si tu C'est prends même la- pas un succès, c'est... Un ça a demi rapporté échec. les... parce Oui que- c'est ça, ça a juste remboursé les frais à peu près. quoi. Et encore, parce que si je pense que si derrière tu rentres dans la Le politique marketing. du marketing et du merch, etc., c'est tu doubles vite donc. Ça c'est pas compté dedans aussi les 100. Non, c'est juste. Ah oui, le budget merch de production. Non, je comprends. Je trouve que les Wachowski, qu'on le veuille ou non, ils ont quand même une Ouais, tu vois, patte pour- aussi quand même. 100% d'accord, mais justement on en revient à la notion d'équilibre production-auteur. Ouais, ouais. Et là pour moi, ils l'ont... Alors Matrix 1, je dirais que c'est les auteurs qui priment. Est-ce que Matrix c'est- 2 et 3, genre... Est-ce que c'était un film Voilà, blockbuster aussi Pour moi non, sur Matrix, Non, Matrix, 1, le budget est pas Même pas, C'est parce ça. qu'ils Moi, ont réutilisé, Par je contre, crois, il me le semble, 3, tous oui. les... Oui. Et il me semble sur le premier, ils ont réutilisé tous les décors Ouais, de Dark City, je crois. Ouais, ils ont une en partie. Une partie, oui, pas tout, j'exagère, ouais, mais sûrement, une grosse partie, quoi, surtout quand c'est dans le noir, quoi. Enfin, je trouve que Speed Racer c'est un putain de bon exemple de Ouais. blockbuster d'auteur en fait où la prod a lâché trop de l'est. Parce qu'en fait ils étaient trop dans le futur. Et du coup, Ouais, complètement. ça peut pas être un blockbuster. Enfin si, c'est un blockbuster d'auteur mais qui échoue
parce que ils C'est ont trop trop d'avance d'auteur, sur le ouais. public. Ouais, complètement, et même moi ce que j'aime, enfin après moi c'est aussi parce que j'aime beaucoup les Wachowski dans le sens où quand ils font quelque chose, ils le font À fond. bout à bout, Ah ouais. et c'est surtout par, bon je sors un peu du sujet malheureusement, mais c'est un truc qui me tient un peu à cœur, c'est que les mecs, les Wachowski pardon, Ah, les meufs, du coup, ouais, voilà, ça y est. ouais. Par exemple ils font Matrix, ils voient que ça fonctionne et ils disent putain on va faire un jeu, et le jeu on va aussi être les... Transmédia. Ouais, le Hunter the Matrix, c'est aussi eux qui sont derrière, quoi, tu vois. Mm. Et je connais pas beaucoup de scénars, ou de réalisateurs et de scénaristes, etc., qui vont en fait sur une autre plateforme et qui font ça. À ce moment-là, c'était dingue. À cette échelle-là, c'était. Enfin, c'est hyper fou. Dès qu'ils tiennent quelque chose, en fait, ils s'en foutent un peu on va dire, des codes et des règles. Ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils arrivent à faire et c'est ça qui vient, quoi. Mais voilà, c'était le point Wachowski que je voulais aborder. Alors on passe à Spielberg avant de passer au clou du spectacle. Tout à fait, au petit bonbon final. Ouais. C'est ça. Bah Spielberg, donc je suis d'accord avec ce qu'avait dit Flo quand je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que tous ces films ne sont pas des blockbusters d'auteur, par contre certains c'est indéniable. Genre, que ce soit La Guerre des Mondes, que ce soit Minority Report, E.T. E.T. clairement. Blockbuster, je sais pas E.T. Ah, j'aurais dit qu'il a pour l'époque j'aurais dit qu'il a un bon budget quand même. AI. Ouais. AI qui rejoint pas mal E.T. je trouve, enfin je sais pas. Ouais, clairement. Comme on l'a fait pour moi tout à l'heure sur Nolan et Flo pour Cameron, qu'est-ce que c'est pour toi un peu la patte Spielberg? Ah, franchement, je pense que de toute façon ça non, je sais même pas, je pense. Si je l'ai lu, parce que du coup, donc dans les livres de Peter Viskin, et il y en a un qui est centré principalement 10 500 000. sur E.T. Ouais. Mais pour l'époque, c'est pas mal. Mais c'est pas 10 suffisant. millions, C'est pas non, c'est pas suffisant du tout. C'est Tu pas dis, suffisant. attends, c'était en quelle année 82. 82, ouais, tu dis l'Empire contre-attaque, 80, il y avait 50 millions. Ouais. À l'époque, Ouais, non. c'était énorme, donc là, non, Ouais. c'est clairement pas un. Ça l'est pas. Ouais, donc voilà, dans son livre, Peter Viskin, il explique bien que, à la différence d'un Coppola, d'un Brian De Palma et des autres américains de cette époque, Scorsese et tout, Spielberg de base, c'est un mec de studio. C'est-à-dire, son but, ça va pas être genre d'imposer sa vision d'auteur. Lui, en gros, ce qu'il veut, c'est faire des films où on lui laisse faire des trucs, mais ça lui dérange pas de lâcher du lest sur autre chose. Donc pour moi, lui, il a réussi à faire des blockbusters d'auteur parce que un peu à la même... Enfin, vous avez dit qu'avant, c'était pas forcément le cas, mais je pense qu'en gros, il va voir son producteur et lui dit « T'inquiète, poteau, les gens, ils vont venir voir mes films en famille, tu vas gagner ton argent, Aux prémices. quasiment toute sa carrière. » Parce que, bah non, c'est pas possible. À la fin, comment tu veux qu'il ait. Enfin, le monument que c'est Spielberg, à la fin, tu peux C'est pas quand même refuser cassé, quelque c'est chose. quand même cassé la gueule plusieurs fois. C'est vrai. Maintenant, Notamment avec un film, bon, pour moi c'est incompréhensible qu'il se soit cassé la gueule parce que c'est une des meilleures comédies américaines, mais 1941, ça l'avait. Ouais, mais ça, c'était au début, quand même. Ouais, c'est quand même, je veux dire, il avait quand même sorti quelques gros trucs avant. Pour moi, c'est son 3e film. Si je dis pas de bêtises. 4e. Du coup, non, t'as raison, moi je le voyais beaucoup plus. Ouais, encore ça allait, 35 millions, il en a rapporté 94 millions. Bon, en soi, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas. Mais ouais, non, je pensais que c'était. On m'avait dit. C'était un échec critique. Hein? C'était peut-être un échec critique, non? Non, même pas, je crois, le film avait assez Ouais, bien. Absolument pas pertinent. Bah, en fait, je sais pas pourquoi tout le monde me dit que ça avait pas marché, mais. Bah, disons qu'en fait, si tu compares à d'autres Oui, avec ce qu'il a fait après, voilà. oui, c'est clair. Mais après aussi, il y a 2 Spielberg pour moi. T'en as un avant la liste de Schindler et un après. Et pour moi, c'est pas les Ouais, mêmes. non, je suis d'accord. Bon, déjà voilà, donc je dirais il y a 2 Spielberg et le premier, donc c'est clairement ça. C'est le gars qui disait au niveau du scénario, ça va être des films familiaux. Et je suis sûr qu'il embobinait un peu les producteurs là-dessus et que du coup, il arrivait après à faire un peu ce qu'il voulait en termes de réal. Et du coup, il avait des garde-fous en termes de scénario et de genre thème. Et par contre, après, j'avoue, post-Jurassic Park, c'est moins vrai. Et puis aussi parce qu'il a acquis le statut un peu d'intouchable à la Cameron et du coup, il fait ce qu'il veut, quoi. Bah, on le voit surtout, enfin bon, c'est un film qui est très récent, hein, mais sur Ready Player One, c'est clairement un film de lui, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment une volonté de montrer un peu cette nostalgie, etc. Mais là, je pense quand même qu'il a réussi, par exemple, de nouveau à amadouer les producteurs en lui disant que je vais faire tellement de références à la pop culture que t'inquiète, ça va marcher. Et tu vois, c'est là que je suis pas d'accord, parce que pour moi, un producteur, si t'es un vrai producteur, Oui, on c'est te vrai. dit, voilà, je vais faire un film sur les années, on va dire un peu la nostalgie des années 90 et un peu même avant, 80, parce qu'il y a des connotations vis-à-vis de ça. Moi, je suis désolé, la première chose que je te dis en tant que producteur, je dis ok, mais tu me parles de toi, s'il te plaît. Parce que c'est quand même lui qui a quand même été un des pans en fait, un des piliers Ouais. Culture de de la la culture. Et totalement. je suis désolé, dans Ready Player One, il y a absolument rien qui est lié à lui. Mais ça, je pense qu'ils lui ont dit, hein. Je suis quasiment sûr que les producteurs lui ont dit et que lui, il a dit non. Je suis d'accord, mais à ce moment-là,
tu vois bien qu'au final, c'est pas les producteurs qui ont la décision. C'est pour ça que je dis qu'il a 2 périodes et que maintenant, effectivement, il est plus dans la peau d'un intouchable, comme vous avez dit, et qu'il fait à peu près ce qu'il veut. Je sais pas s'il a voulu montrer qu'il y avait autre chose après lui ou même autour de lui, mais C'est possible. je trouvais ça vraiment bien de sa part, quoi. Ouais, c'est humble. Mais malheureusement, c'est aussi un peu trop modeste parce qu'il est aussi, je pense, Il aurait pu. à la base tellement de souvenirs, de souvenirs de personnes, etc., de ses films, de ses œuvres, c'est malheureux aussi, quoi. Donc voilà pourquoi pour moi il arrive. Enfin, il a réussi et du coup maintenant il arrive rien que par son nom à en faire. Ouais, carrément. Et est-ce que tu as justement des films pour imaginer un peu ça? J'ai envie de dire celui qui marche le mieux, et c'est Flo qui l'avait dit la dernière fois et je pense que je suis d'accord avec lui, c'est Minority Report, parce que ce sujet-là, effectivement, je pense que si tu t'appelles pas Spielberg, il y a personne qui te le greenlighté à ce budget-là. Et du coup, c'est là la relation prod-auteur a vraiment bien marché, parce que d'un côté, donc, ils ont fourni l'argent, et de l'autre, lui, il a fourni vraiment sa vision, et il a quand même été un peu cadré, je pense, et ça a bien marché, quoi. Pour moi, j'irais plus AI que Minority Report. Ah ouais, Peut-être encore avec, plus. Ouais, mais il réflexion marche. plus. Ah si, quoi qu'il il a aussi gros budget. Que Minority Report. Je pense. Parce que si je me trompe pas, ils sortent à genre 4 ans ou 3 ans d'intervalle. Ouais, je crois même. Ah non, il est 2000, ouais, c'est bon, on avait vu la dernière fois, il est plus récent que ce que je pensais, le truc. Mais il me semble pas que le budget se fera 1 million. Pour AI, Je dirais 50-60. je t'avoue que je ne pourrais pas le dire, voilà, je ne sais pas. On attend la confirmation. 10 millions. Non, 100 millions. Ah bah. Pour l'époque, c'est énorme. Et il rentre dans le. Ça reste, il rentre dans le. Et surtout à l'époque. Dans une parce que ça façon fait de 20 voir les ans. choses. Quand même. Ouais, complètement. Ouais. Bah après, Ouais, non, bah, pour Minority moi, Report aussi, en soi, mais- c'est un des plus Spielbergiens, on peut dire, de ces films, dans le sens où Spielberg, t'as beaucoup de fois l'enfance qui est. Non, qui est ça dedans. marche. Là, t'as totalement ça, et puis. Je sais pas, il me fait un peu penser à. Je trouve qu'il y a vraiment de faux airs avec E.T. ce film. Et puis, Ouais, clairement. en même temps, il est très Spielbergien dans l'âme, mais c'est un peu on va dire son don pour la nécromancie entre guillemets. Parce que le film devait être à l'origine, je crois, réalisé par Par Kubrick. Kubrick, et puis c'est lui qui a repris le flambeau. Les deux étaient très très proches. Tom, tu veux rajouter un truc sur Spielberg ou... Non, pas spécialement. Et j'avoue que le dernier, c'est celui dont j'ai le plus envie de parler. Bah, je pense que c'est celui qui est le moins attendu aussi. Alors, ça va être un film d'Alfonso Cuarón. Et on est là-dessus, ouais, ça va être Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors, c'est vrai que c'est un peu à contre-pied de ce qu'on dit depuis le début, avec les films qui sont intégrés dans des sagas, dans des franchises, etc. Mais je trouve que il sort tellement en fait c'est lui, De l'univers d'Harry Potter. Ouais, c'est ça en fait, on voit vraiment que Cuarón est passé par là. Le 3 arrive comme ça, posé comme par magie, et je trouvais ça super intéressant d'en parler. En plus, il y a quand même 130 millions qui est dessus, il en rapporte 800 millions. C'est une réussite, hein, on va pas se mentir, mais ça reste un Harry Potter, donc c'est normal. Et mais moi, c'est plus la mise en scène qui est que je trouvais vraiment super de Cuarón, quoi, et qu'on remarque directement, quoi. Et qu'on retrouvera pas. Non, il n'en fera qu'un seul, ouais, mais c'est d'autant plus intéressant. Moi, je trouve que c'est mieux justement qu'il en ait fait Ouais. comme ça et qu'il s'occupe notamment de celui qui est dans l'adolescence, quoi. Très bon point de vue. C'est. Alors là, je suis pas d'accord, mais ouais, pourquoi pas. Ah vas-y, dis-nous pourquoi. Parce que l'adolescence se tire aussi quand même de 1 jusque, je pense, au 5. Oui, mais celui Oui, qui il est vraiment vachement la traité. frontière. Je veux dire, c'est complètement. en général, on dit qu'on fait la crise d'ado, c'est vers 13-14 piges, et c'est là où c'est à peu près l'âge des protagonistes dans le. En fait, je le vois surtout que le 3, il est surtout lié directement à. À Il est David beaucoup Yates. plus. Non, Je non, pense c'est pas ça que je veux David dire. Yates plus tard. Enfin, moi, Oui, ça je suis personnellement, d'accord, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il est lié directement en plus à la mort, en fait, et on trouve vraiment un côté très sombre, comme je voyais Harry Potter depuis le début, en fait. Les 1 et 2, j'adore Chris Columbus, c'est un de mes préférés, mine de rien, parce que je trouve que ce qu'il il le fait très bien, c'est très Oui, simple. il fait très hein. bien le chant contre chant. Merci quoi. Non mais en gros parce que après j'ai grandi avec des films comme Maman j'ai raté l'avion, j'ai grandi sur les Harry Potter et c'est des films qui m'ont marqué quand j'étais gamin parce que c'était très simple et j'ai Oui, ça. non, mais C'est pour ça que j'étais quelqu'un. Après on peut aussi remercier parce que c'est quand même lui qui sort Harry Potter. Genre quand tu regardes Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, je trouve que quand je lisais les bouquins c'était exactement l'univers que je voyais, tu vois. Genre en gros c'est vraiment très noir. c'est Genre, celle que j'ai pas lu, du coup, je peux pas te. je parle même des livres en général. Ah, d'accord, Parce ok. qu'en gros. Enfin, moi, les deux premiers, quoi. Enfin, le premier, non, mais le 2 quand même. oui, le 2, oui. Dedans, déjà, tu vois, on est Le- déjà dans beaucoup plus Comme sombre. comme le film, faut dire ce qu'il y a, après faut. Moins. Je dis pas. Oui, moins que le troisième, c'est sûr, après c'est Chris Columbus, je veux dire, après bon. Je dis pas, ce mec a apporté beaucoup à la saga Harry Potter, tout ça, mais. En gros, surtout ce que je veux dire, c'est par exemple dans le 2, je suis d'accord avec toi, il y a plus une lumière, mais genre s'il y avait une
lumière un peu plus artificielle, illuminée avec des bougies, etc. Dans le 3, mec, les lumières dans le film, c'est des lumières lunaires, tu vois, genre c'est vraiment la lumière qui éclaire la photographie, elle est assez grisâtre comme ça, ah, je sais pas comment dire. Même noir, vraiment. Tu vois typiquement quand il est quand ils sont couchés dans la grande salle avec Albus et Dumbledore et Snape qui parlent et ils discutent, la seule lumière qu'il y a c'est la lumière de la lune. Quand ils sont dehors sous le sol cogneur, c'est encore la lune qui éclaire la pièce, qui éclaire la scène pardon, et rien de plus. Ouais, mais je trouve même t'as un grain crade sur la caméra, mais ça donne plus un ton, je sais pas, moi je voyais pas trop ça noir dans mes souvenirs, mais plus grisâtre, encore plus. Et pour te ce qui rend le truc plus sombre, je trouve, encore qu'un truc noir totalement. Même pour te rejoindre sur le crade, comme tu disais, alors c'est peut-être péjoratif ce que je veux dire, mais ça me fait penser aussi à Jeunet. Genre, oui, totalement, parce qu'en gros, t'as le jaune qui. Il y a ça, ressort. et il y a aussi. Alors, je sais pas si j'ai une bêtise, mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Dans le 3, t'as énormément de gros plans sur des visages avec des visages un peu burinés. Par exemple, tu vas avoir Peter Pettigrew au moment de sa transformation, c'est un énorme gros plan. T'as Lupin dans le train, non même pas, avant la transformation, quand il dort, quand il se réveille sur les trackers, t'as un énorme plan sur sa tête avec ses cicatrices, tu vois vraiment une tête de vie, tu vois, qui a vécu. De mémoire, t'as aussi Sirius Black, tu sais, que tu vois en affiche. Exactement, t'as ça, t'as aussi celui qu'on oublie souvent, c'est Stan dans le Magicobus. Au tout début, quand il arrive, il a aussi une gueule, mais complètement. Il y a un peu un toxico des années 70. Démonté, avec des cicatrices partout, et tu le vois vraiment en gros plan, tu vois, et c'est un truc, je trouve qu'on voit très peu dans Harry Potter, et je trouve qu'il y a une. En même temps, il me semble que Jeunet, non, peut-être une bêtise, il était pas un moment appelé aussi à faire un. Non, c'est dans le 6ème, dans Le Prince de Sang-Mêlé, c'est le directeur de la photographie habituel de Jean-Pierre Jeunet qui s'est occupé de la photographie du Prince de Sang-Mêlé. D'ailleurs, ça se voit. Oui. Les teintes sont assez jaunâtres, tout ça. Mais en tout cas, le 3, d'ailleurs, pour le 6, pour moi, la petite parenthèse où la photographie sublime, je crois que c'est le seul Harry Potter à avoir été nominé aux Oscars pour cette catégorie. D'accord. Parce qu'il est amplement mérité, je trouve. Et l'autre petit point que je vais juste aborder avant de vous laisser la parole, c'est aussi que je trouvais intéressant qu'à la base, c'était pas du tout Quaron qui devait être sur le film, c'était Del Toro. Oui. Et en gros, c'est. Ce qui aurait pu être intéressant, ça. Putain, oui. Franchement, que oui, mais au final, franchement, après, moi, ça me va très bien qu'il ait laissé Quaron sur le film. Et c'est justement sous le conseil de Del Toro le conseil était gentil, il s'est carrément fait traiter par Del Toro avant qu'il... Oui, d'accord, mais en gros, c'est quand même Del Toro qui a poussé, voilà. Ouais, je sais, mais c'est plutôt drôle. Après, il me semble que c'était J.K. Rowling qui voulait aussi. Ouais. Quaron après, qui était un film d'ailleurs qui traite de l'adolescence. Tout à fait. Et ce qui est drôle, c'est que Del Toro, il lui demande genre au téléphone, genre donc en gros, j'ai les projets là qui m'est proposé, tu devrais peut-être y aller et tout, est-ce que t'as lu les livres? Du coup, Quaron, il dit non, du coup, il dit... Bordel de merde, tu vas aller dans une librairie, espèce de bâtard, et tu vas lire ces putains de livres et tu vas prendre ce job. Et du coup, voilà, quand il dit, Quaron, il dit quand Del Toro, c'est ce qui a complètement lancé la carrière de Quaron. Ouais. Mais ouais, c'est. Sans ça, je pense pas qu'il aurait réussi à des Oscars. C'est un film un peu pas oublié, je dirais, mais. Non, qui image bien le truc, quoi. Il est quand même vachement éteint par rapport au film de David Yates, quand même. Genre les derniers ils ont quand même pris beaucoup d'ampleur. Alors juste titre à mon sens. Personnellement, je préfère les derniers en termes d'histoire, tout ça, qui est beaucoup plus intéressant. Mais en termes de mise en scène, clairement, pour moi, le prisonnier d'Azkaban, c'est le plus intéressant et le plus beau, tout simplement. C'est limite même pour moi ce que je trouve super dans ce film-là, c'est que c'est on va dire un film, faut dire ce qui est, c'est un film pour adolescents. Harry Potter, on peut pas vraiment dire que. Moi, je l'avais vu au cinéma. J'ai très peu de souvenirs, mais bon, je pense pas qu'il y avait une bande de potes quadras qui étaient allés voir le film, quoi. Mais je trouve que c'est intéressant de voir un film fait pour des adolescents avec une mise en scène adulte, ou même plus intéressante que ça. Mais comme je dirais, il y a un passage entre deux adolescences. Pareil, si je dis pas de bêtises, on dit souvent que la première rencontre avec la mort de Harry Potter, c'est dans le 4 avec Diggory. Non, c'est faux. Non, parce que dans le 3, il y a Sirius Black qui meurt quand même devant lui avec les tracteurs. Et on sent littéralement la détresse de Harry Potter parce qu'en gros, il attend en fait le patronisme de son père, mais il comprend que il vient pas tout de suite et il comprend qu'en gros, il faut agir, quoi. Et pour moi, il y a plus
que ce qu'on attend justement du film. Alors je vais vous poser une petite question, donc pour vous, dans la relation comme on a depuis le début entre prod et auteur, qui c'est qui domine dans celui-là? S'il y en a un qui domine, ou vous trouvez justement que les deux sont bien balancés et que c'est Dans pour ça quoi, que dans Harry Potter 3 Ouais. Pour moi, je pense que c'est comme... Alors peut-être j'ai une connerie, je me suis pas jamais regardé de making of et j'avoue je me suis pas trop documenté sur la production du film. Mais à mon avis, Quaron, ils lui ont quand même laissé une sacrée carte blanche, quoi, parce que la façon dont le film il est réalisé... Bah, moi je pense que c'est même plus loin que ça en fait, c'est que tous les Harry Potter à mon sens sont un peu une patte en fait de chaque réalisateur. Ah, totalement, oui. Ouais, mais il y en a où la prod elle sert beaucoup plus les Je suis d'accord, mais au-delà de ça, mec, Columbus, pour moi, même ne serait-ce que les musiques, quand tu écoutes justement, autant sur le réalisateur, enfin, il est ce qu'il est, hein, je suis d'accord avec toi, Flo, mais. Mais je vais rigoler, tu vois, mais. Les musiques enfantines, c'est quelque chose qui a toujours très bien réussi. La musique de Maman, j'ai raté l'avion, le 1 et le 2, elle te reste toujours en tête. C'est pas lui qui fait les musiques. Oui, mais il est quand même dans la conception, je pense quand même qu'il a des directives. Peut-être. Et comme on le disait tout à l'heure, en gros, honnêtement, je suis quasiment sûr qu'il est quand même lié à ça, parce que quand tu écoutes Harry Potter, les sonorités sont très similaires. T'arrives sur le 3, Quaron, bah, c'est quand même sa patte, je suis désolé. Le 4, je sais plus qui c'est qui réalise. C'est le réalisateur de Donnie Brasco. Oui. Ça je me souviens, mais je sais plus son nom. Marc Ner... Non, attends. C'est pas un truc Marc Nerdoal ou comme ça. Bon, en tout cas, il a quand même, on va dire, une patte aussi dans la filmo de Harry Potter. On n'a pas vu un autre film comme ça ensuite. C'est surtout les lumières, je trouve, dans le 4 qui sont vraiment super belles. La luminosité du film est magnifique dans le 4, plus lumineuse que dans le 3. Mais elle est. Puis il y a quelque chose de très aventureux. Plus bleuté, je trouve. Enfin, je crois, ça, le film est très plus axé, je trouve, sur l'aventure et sur l'action. Et ensuite, on se retourne sur les films de David Yates. Et là, c'est vraiment quelque chose de noir, d'adulte, de dur, de. Mike Newell. Voilà. De dur, pas tout à fait. et de solitaire, tu vois. Genre, c'est vraiment un chemin. Ils sont 3 et ils sont seuls, quoi. Quasiment le 5 ils y commencent et après ça part vraiment en live, quoi. À partir de la fin du 5 ils sont vraiment seuls, quoi. Mais mine de rien, non, dans le 6 ça allait encore. Le 6 c'est au moment où Dumbledore décède, déjà Dumbledore... Oui, mais c'est plus pour moi la fin du 6 où ça... Pas spécialement, parce que plus la merde. Dumbledore, si je dis pas de bêtises, je lui parle pas du tout le film. Ouais. Dans le 5. Dans le 6. Non, c'est dans le 5. Dans le 6 ils vont chercher les Horcruxes. Dans le 5 il est même pas là. Non, c'est dans le 6 où il cherche les Horcruxes. Ah non. Dans le 5, souviens-toi, je suis sûr, dans le 5... Non, il est mort dans le 6. Non, dans le 5 il parle pas. Je me souviens, dans le 5 il parle pas. Non, c'est dans le 5. Dans le 5 il parle pas à Harry parce qu'il y a le délire avec l'occlumencie. Et dans le 6, c'est là où il a la main pétée et c'est là où il cherche les Horcruxes. C'est pour ça qu'on le voit pas trop. Enfin bon. Ah ouais, je comprends. En soi, enfin, je suis dans oui, après je vois dans le 5 ils commencent déjà à être seuls, mais je trouve que c'est vraiment la solitude, tu la sens plus. Ça devient très noir. Non mais voilà, mais ça devient très noir, ils aiment dans la solitude. Je veux dire, il y a un avancement en fait dans la maturité des personnages, dans la maturité du scénario. Et pour moi en fait chaque réalisateur a un peu, pour revenir à ce qu'on disait au début, la carte blanche. Pas carte blanche, mais du moins ils ont quand même droit de poser leur style en fait. Ah mais tu vois, moi je suis quasiment sûr qu'ils ont essayé Quaron, c'est celui qui marche moins bien des 8, et qu'après ils ont resserré et qu'ils laissent moins de liberté. J'en suis pas sûr parce que je fais pas partie de l'équipe, mais je serais prêt à mettre ma main coupée. Tu vois. En tout cas, de toute façon pour moi les 3 premiers c'est ceux où on voit le plus justement qui a réalisé les films. Ok. Autre petite question de ma part, c'est celui qui s'écarte le plus des livres et du matériel d'origine. Vous trouvez que c'est bien ou pas? Le 3? Ouais. Je sais, je peux pas te dire par rapport moi, le film, celui qui pour moi s'est écarté le plus, c'était le 4. Qui a beaucoup charcuté du livre, mais en même temps des détails qui étaient... pas forcément utile. Donc ça, ouais, mais le 3, j'ai pas lu le bouquin, donc c'est vraiment le seul que j'ai pas lu. Si tu veux, je peux te dire par exemple... j'ai lu le bouquin et j'ai vu le film, alors c'est vrai que sur quoi... Genre il va te changer les tenues, parce qu'en fait il passe de robe de sorcier à des habits de tous les jours, comme on a toi et moi. D'accord, oui. Non, genre, même pas, ils ont des costumes, genre des chemises et tout, mais ils les mettent genre, tu sais, pas rentrer dans le pantalon, c'est ressorti. Débraillé un peu. Ouais, ils remontent les manches, tu vois jamais ça, même dans le 4, ce qui est bizarre, où tu te dis... Il va déplacer la cabane d'Hagrid. Il a même changé complètement la géographie de Poudlard, parce que Poudlard est sur une colline. Tout à fait, donc c'est pour ça que je te dis qu'il a complètement changé la géographie, il a changé les vêtements, il a changé... en fait, il passe toute l'explication, mine de rien, de Peter Pettigrew. Exact. Alors que... Et ça, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est
assez difficile à comprendre quand même. Il passe tout le truc, comment ça? Bah en gros, tu sais pas vraiment comment Sirius Black il a réussi à s'échapper de Azkaban. Oui, d'Azkaban, d'accord. Toute l'histoire entre Pat Mol et James. Oui, avec quand c'est des animagus, C'est ça passe. Pat Mol, vraiment. c'est James. Non, Pat Mol, c'est Sirius, pardon. Ouais. Oui, Bah, mais en gros, James, c'est c'est Pat Mol et Corne de James. je crois, non? C'est ça. Tout ça, ça passe à la trappe. Et bon, alors il y en a qui lui ont reproché ça en gros d'avoir mal adapté entre guillemets le livre, ce qui est pas forcément. En gros, il l'a adapté à sa sauce, ce qui est pas forcément. Après, j'ai envie de te dire. Mais tu pour vous, c'est comprends, grave ou pas? Bah non, parce que même. Après, bon, bah, parce qu'on a, je pense que tous, on a revu le film. Mais en même temps, pour donner l'exemple des animagus avec. Bah, dans le bouquin, on te dit que ouais, au moins c'est expliqué, mais pas dans le film. Dans le film, je suis désolé, quand ils te mettent le truc du maraudeur et que tu vois messieurs lunar, queue de verre, alors queue de verre, après, tu le sais par rapport au 4ème, si bah tu ouais. lis pas les bouquins. Mais après, si tu revois le 3ème, tu te doutes que de verre, merde, Croutard. putain, Croutard, donc c'est petit gros, lunar. Oui, Pas être con, tu sais que c'est Lupin. Oui. Cornedru, après les cornes, tu vois le Patronus c'est un cerf, tu comprends un peu. Et puis Pat Mol, après tu le vois plus tard, je crois que c'est dans le 5 la première fois que t'entends, je crois il me semble que c'est Maugré qui appelle Sirius Pat Mol dans la gare. En vrai, tu vas Si j'ai pas pas- trop loin, Flo. Mais je veux dire par là, il y a quand même des trucs, et c'est plus des petits détails, tu vois, c'est pas vraiment les trucs les pour plus toi, c'est importants. Pas besoin de ça parce qu'en gros, à la fin du 3, quand ils sont dans la maison hantée, où justement ils expliquent qu'en fait le père de Harry, Lupin, Petit Gros et Sirius venaient là justement pendant les transformations de Lupin. Si je dis pas de bêtises, ils expliquent ça. Dans la maison la plus antique de Grande-Bretagne, comme elle explique à Hermione, à la fin, ils expliquent justement qu'ils vont tous là-bas tout le temps et que. Non, je crois que ça c'est dans. Après, il n'y a plus l'apparition de la maison hantée, enfin, je crois. C'est que dans le Bah, c'est possible qu'il Non, soit non, mentionné, mais c'est genre pas ça, très rapidement. mais ouais, par contre là j'ai aucun souvenir. Moi il me semble que c'était. Moi personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai eu le tilt, justement, sachant que. Après, j'avais lu les bouquins, mais tu sais très bien qu'à ce T'es sûr que moment-là, c'est il y a pas dans le l'explication. bouquin parce que moi Je suis j'ai sûr et certain. aucun souvenir de ça dans le. Ils en parlent justement parce qu'en vrai, ils expliquent que quand Sirius en fait se fait. Non, je sais qu'il y a un délire où c'est des croutards qui appuyaient sur les. Merde, comment ça s'appelle les racines du sol cogneur là, je sais plus quoi, et puis eux après ils allaient dans la cabane hantée. Ouais. Mais ça, je me demande Bah, il si. explique quand ils sont dans la cabane hantée avec Lupin, etc. Mais j'ai pas le souvenir là dans le film. Quasiment Mais sûr. après, Il y a t'as peut-être moyen raison. qui lâche une phrase, mais je suis pas sûr que ce soit hyper clair. Tu vois. Oui, C'est bah, comme après, je veux dire, après on jette on jette ça sur Quaron, mais tu peux faire la même avec David Yates. Parce Bien que sûr. je suis désolé, mais dans les reliques de la mort, je crois que c'était la partie 2 où t'as Harry qui est avec son putain de miroir et que tu comprends pas que c'est le frère de Dumbledore. Ça, il me semble, le fragment du miroir, tu l'as dans l'ordre du Phénix dans le bouquin. Et ça, tu l'as pas une fois. Je veux dire, après, il me semble, si je dis pas de conneries, c'était Durandal qui disait ça dans une de ses vidéos, où t'as juste une phrase à dire. Ça pouvait être Hermione Ron qui disait ah putain, l'éclat du miroir de Sirius, c'est vrai que ça aussi, pourtant on l'a jamais reproché à David Yates, alors que ça, je suis désolé, ça c'est beaucoup plus handicapant. Parce que même moi, la première fois que j'ai vu le film, j'avais lu les bouquins avant, j'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce putain de miroir? Et c'est vrai que t'as du mal à t'en rappeler parce que c'est. Encore quand tu lis tous les bouquins à la suite, ben, c'est bon, t'es dans le truc. oui. Mais quand tu regardes un film et qu'après ça fait longtemps que t'as pu lu les bouquins et que. Ben, surtout que le détail là, c'est plus dans l'ordre du Phénix et quand tu le revois dans le livre, ben, tu t'en rappelles un peu quoi. Mais là, dans le film, vu que t'as pas ça dans les 2 précédents films, tu te dis putain, Oui, c'est vrai que c'est chaud quoi. Alors que là, c'est complètement. Enfin, là, j'ai pas trop compris. Ça va passer. Comme tu disais, enfin, pas par rapport à toi, mais c'est vrai que là, la critique, je comprends pas pourquoi tout le monde critiquait Quaron d'avoir pris quelques libertés, alors que Yates, lui, occultait complètement un truc quoi. Et toi, Tom, au final, donc Flo, il dit que c'est pas important en termes d'adaptation. Toi, tu trouves qu'en Puis une gros, adaptation doit être différente du bouquin. Donc, Bah, pour moi, c'est ça, c'est une Clairement. adaptation justement. Pour C'est toi, une du vision coup, de plutôt un l'artiste. problème ou ça passe? Pourquoi? Dans le sens de son adaptation. En gros, tu la trouves pas assez fidèle ou ça va? Ben, qu'elle soit fidèle ou non, pour moi c'est une œuvre à part entière. Ça va plus dans la continuité des films qu'on a eu juste avant. Évidemment que tout le monde va commencer à s'approprier le bouquin auquel ils doivent faire référence. Ça m'a pas plus gêné que ça, j'ai aimé ce que j'ai vu et ça m'a porté toute mon enfance, donc non, aucun Ok. souci. J'ai encore 2 petites anecdotes à dire sur le film.
Je pense que vous vous rappelez du moment dans le Magicobus au début. Mhm. Et en fait, pour donner l'impression que le Magicobus il roule beaucoup plus vite que les voitures aux alentours, Oui, je connais. Ouais. tu connais, bah en gros, le bus roulait à 50 km/h, les voitures à 30. côté entre 20 et 30, et ils avaient engagé des cascadeurs spéciaux pour qu'ils aient l'air de marcher. En fait, ils marchaient très très doucement, mais du coup, pour que ça ait l'air réaliste. D'accord. Donc ça, c'était Ça, assez c'est marrant. Je suis d'accord. Et l'autre, c'est le magasin de bonbons à Préolard, qui s'appelle Honey Dukes, ouais, c'est ça. En fait, vu qu'à l'époque, ils étaient encore assez jeunes, quand même, tu vois, genre, c'était, comme vous avez dit, ils avaient à peu près 13 ans. Ils ont utilisé des vrais bonbons pour le film, mais pour éviter que les jeunes du tournage, bah, ils bouffent tout. En gros, ils ont dit que c'était des répliques en plâtre, et du coup, ils ont réussi à garder tous les bonbons pour le tournage, alors que, bah, je pense qu'à cet âge-là, ils les auraient mangés, Oui, quoi. oui, Un normal. peu. Ils en auraient piqué. Mais j'avoue que la dernière est stylée. Ouais. Je connaissais pas du tout. Je Et la connaissais petite dernière, c'est dans une des fontaines de Préolard, t'as l'emblème du drapeau mexicain. Et du coup, Ah, d'accord. ouais, Ouais, vraiment, ouais, le mexicain, d'accord, qui ouais. laisse sa petite signature. Quoi, entre guillemets. Ouais, ben. Ouais, c'est un superbe film, dans tous les cas, je pense. Bah, de toute façon, voilà, on a tous le même âge et cette saga nous a transportés. On en fera un épisode. hein, Fait c'est clair. vivre, hein, je pense. Pas moi personnellement moins que Star Wars et le Seigneur des Anneaux, mais je trouve une saga qui est très intéressante, ça c'est clair. Oh, moi je pense. Plus intéressant d'un certain point de vue que le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Mais après, Ouais, qualitativement pour moi c'est en dessous quoi. Oui, après C'est du goût de. libre choix, ouais, voilà, c'est ça, mais Je- moi j'ai trouvé ça moins important, même si j'étais à fond dans le truc où je lisais les bouquins et tout. Enfin, je lisais les bouquins, j'ai regardé les films, mais je sais pas, j'ai jamais été Pour moi, c'est à fond dans le truc quoi. c'est une sensibilité aussi. Oui, soit oui, non, t'aimes totalement. SF, soit t'aimes plus le fantastique héroïque, soit t'aimes plus quelque chose qui Bah, est un peu light plus fantasy, enfin Harry Potter c'est entre Ouais, la light et la voilà. dark. En gros, c'est C'est un peu bâtard. c'est immiscé en fait dans la vie de tous les jours. Donc chacun a son appréciation. Moi, évidemment, ça va être Harry Potter. Et d'ailleurs, c'est un des seuls Harry Potter qui rajoute des scènes qui ne sont pas dans le livre. Ça aussi, c'est pas commun. Et quel. L'exploration de Poudlard la nuit avec la carte du maraudeur. Mais ça c'est pas mal parce que dans le film en plus ça Ouais, te c'est met pas une mal, je dis pas. putain de tension je trouve Mais la scène là. ça y est pas. Et Ouais, la chevauchée de l'hippogriffe dans le ciel, elle y est pas non plus. Ce qui est pareil, hein, ce qui est beau, ce qui apporte, même en termes de visuel et tout, c'est nickel. Et Ouais, c'est la vraiment ça. discussion dans la forêt avec Lupin, qui n'est pas dans le Comment livre. il Ah explique il pour est. le- Ouais, où il envoie Edwige. Ouais, je c'est pense ça. aussi, ouais. Ouais, en plus c'est un beau dialogue je trouve. Ouais, non mais c'était juste pour dire, pour terminer, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire. Mais... Non, moi, Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pensait des blockbusters d'auteur.